Imagine un instant que tu arrives au soir de ta vie. Tu es assis dans un fauteuil, la lumière est douce, la maison est calme et tu te demandes sincèrement, honnêtement, sans te mentir, est-ce que j'ai vraiment vécu? Est-ce que j'ai fait quelque chose de ce temps qui m'a été donné? Est-ce que j'ai aimé, créé, contribué, ressenti profondément? Ou est-ce que j'ai surtout attendu, remis à plus tard, laissé passer les jours comme on laisse passer des trains sans jamais monter dedans? Cette question, je te la pose aujourd'hui, non pas pour t'angoisser, non pas pour te culpabiliser, mais parce que je crois qu'elle est l'une des questions les plus importantes que nous puissions nous poser de notre vivant. Et parce que la réponse que nous lui donnons ou que nous refusons de lui donner dit énormément sur la façon dont nous traversons notre existence. Je m'appelle Christophe André. Je suis psychiatre, je pratique la méditation, j'écris, j'enseigne et depuis des décennies, j'accompagne des hommes et des femmes qui souffrent, qui cherchent, qui doutent. Et l'une des souffrances les plus répandues que je rencontre dans mon cabinet, dans mes conférences, dans les lettres que je reçois, c'est cette douleur sourde, silencieuse, parfois à peine consciente, parfois à peine consciente, d'une vie qui passe sans être pleinement habitée. Ce n'est pas une souffrance spectaculaire, ce n'est pas une crise, ce n'est pas un effondrement brutal, c'est plutôt une sensation de fond comme une musique triste jouée très doucement derrière le bruit du quotidien. Une impression que quelque chose manque, que l'on fait les choses sans vraiment les vivre, que l'on est présent en apparence, mais absent en profondeur. Aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ensemble ce territoire. Ce territoire de la vie gaspillée, de la vie mise en veille, de la vie que l'on reporte. Et surtout, je voudrais qu'on parle de ce qui est possible, de ce qui est encore possible, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, quel que soit ton passé. Parce que donner un sens à sa vie, ce n'est pas réservé aux philosophes, aux artistes ou aux gens extraordinaires. C'est quelque chose d'accessible, de concret, de profondément humain. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble avec calme, avec bienveillance et avec toute l'honnêteté que ce sujet mérite. Alors, installe-toi confortablement, respire et laisse-toi accompagner. Commençons par quelque chose de fondamental. Qu'est-ce que cela veut dire gaspiller sa vie? Parce que le mot est fort, il peut faire peur, il peut blesser. Mais je t'assure qu'il n'est pas là pour juger. Il est là pour nommer quelque chose que beaucoup d'entre nous ressentent sans oser le formuler. Gaspiller sa vie, ce n'est pas nécessairement faire de mauvais choix spectaculaires. Ce n'est pas forcément avoir raté sa carrière, son mariage ou ses études. Non. Le gaspillage de la vie dont je parle est beaucoup plus subtil, beaucoup plus insidieux. C'est vivre en mode automatique, c'est traverser les journées sans les habiter. C'est faire les gestes de la vie, se lever, travailler, manger, dormir sans jamais vraiment être là, sans jamais vraiment se demander pourquoi je fais cela. Qu'est-ce que cela me donne? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Je pense à cette femme que j'ai accompagnée pendant plusieurs années. Appelons-la Marie pour préserver son anonymat. Marie avait une vie qui, de l'extérieur, semblait parfaitement réussie. Un bon emploi, une famille aimante, une maison confortable, des vacances régulières, et pourtant elle venait me voir régulièrement avec cette sensation étrange, cette impression de vivre derrière une vitre, comme si elle regardait sa propre vie de loin sans jamais vraiment y participer. Elle me disait: «Je fais tout ce qu'il faut faire, mais je ne ressens rien, ou si peu». Ce que Marie décrivait, c'est ce que les psychologues appellent parfois la dépersonnalisation légère, ou plus simplement l'anesthésie émotionnelle. Mais au-delà des termes techniques, ce qu'elle vivait, c'est quelque chose de très répandu. C'est la vie vécue en surface, la vie où l'on remplit les cases sans se demander si ces cases correspondent vraiment à ce que l'on est. Et toi, est-ce que tu te reconnais un peu dans cela? Est-ce qu'il t'arrive de te lever le matin
avec cette sensation que la journée va ressembler exactement à la précédente. Est-ce qu'il t'arrive de réaliser au milieu d'un repas, d'une conversation, d'une réunion, que tu es là physiquement, mais que ton esprit est ailleurs ou nulle part? Est-ce qu'il t'arrive de te coucher le soir en te demandant ce que tu as vraiment fait de cette journée, de cette semaine, de cette année? Si oui, alors ce que je vais partager avec toi aujourd'hui est pour toi. Beau, et je veux que tu saches quelque chose d'important dès maintenant. Le fait que tu te poses ces questions est déjà un signe de vie, un signe que quelque chose en toi résiste à l'endormissement. Quelque chose en toi veut plus, veut mieux, veut vivre vraiment. Et c'est cette partie-là que nous allons nourrir ensemble. Parlons maintenant de ce qui nous endort. Parce qu'avant de savoir comment se réveiller, il faut comprendre ce qui nous a mis en veille. Et les facteurs sont nombreux, complexes, souvent entremêlés. Le premier, c'est ce que j'appelle la tyrannie du quotidien. Nous vivons dans des sociétés qui valorisent l'efficacité, la productivité, la rapidité. Nous sommes constamment sollicités, constamment connectés, constamment en train de répondre à des demandes extérieures, les emails, les notifications, les obligations professionnelles, les responsabilités familiales, tout cela crée un bruit de fond permanent qui nous empêche d'entendre notre propre voix intérieure. Et progressivement, sans même s'en rendre compte, on finit par vivre pour les autres, pour les obligations, pour les apparences, plutôt que pour soi-même. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, ce n'est pas de la paresse, c'est simplement le résultat d'un système qui n'encourage pas la réflexion sur le sens. Un système qui nous dit fais, produis, consomme, mais qui ne nous dit jamais arrête-toi, écoute-toi, demande-toi ce qui compte vraiment pour toi. Le deuxième facteur, c'est la peur. Et je veux en parler avec beaucoup de douceur, parce que la peur est souvent incomprise, souvent jugée, souvent niée. Nous avons peur de nous regarder en face. Nous avons peur de découvrir que nous avons fait de mauvais choix. Nous avons peur de changer, parce que changer implique de perdre ce que l'on connaît, même si ce que l'on connaît ne nous rend pas heureux. Nous avons peur du regard des autres. Si nous décidons de vivre différemment, nous avons peur de l'échec si nous essayons quelque chose de nouveau. Alors nous restons là, dans notre zone de confort inconfortable, dans cette vie qui ne nous satisfait pas vraiment, mais qui au moins est familière. Et la familiarité, même douloureuse, est souvent préférée à l'inconnu, même prometteur. Je pense à un homme que j'ai rencontré lors d'une conférence. Appelons-le Thomas. Thomas avait passé 20 ans dans un métier qu'il n'aimait pas, 20 ans à se lever chaque matin avec cette boule dans le ventre, et quand je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas changé de chemin plus tôt, il m'a répondu quelque chose de très simple, de très honnête, parce que j'avais peur de découvrir que, même en changeant, je ne serais pas heureux, que si ça ne marchait pas avec un autre travail, alors c'est moi le problème. Cette peur-là, c'est une peur profonde. C'est la peur de se découvrir soi-même insuffisant, et c'est l'une des peurs les plus paralysantes qui soit. Le troisième facteur, c'est ce que j'appelle la confusion entre l'agitation et la vie. Nous confondons souvent être occupé avec vivre pleinement. Nous remplissons nos agendas, nous enchaînons les activités, nous accumulons les expériences, les voyages, les projets, et nous croyons que cette agitation est synonyme de vie intense, mais ce n'est pas la même chose. On peut être très occupé et complètement vide à l'intérieur. On peut voyager aux quatre coins du monde et ne jamais vraiment partir. On peut avoir 1000 amis sur les réseaux sociaux et se sentir profondément seul. La vraie vie, la vie pleine de sens, n'est pas une question de quantité. Ce n'est pas une question de kilomètres parcourus ou de cases cochées. C'est une question de profondeur, c'est une question de présence. C'est une question de connexion avec soi-même, avec les autres, avec ceux qui comptent vraiment. Et maintenant, je voudrais qu'on s'arrête un instant, juste un instant. Je voudrais que tu te poses une question simple mais importante. Dans ta vie actuelle, quels sont les moments où tu te sens vraiment vivant, pas occupé, pas productif?
vraiment vivant. Ces moments où le temps semble différent, où tu es pleinement là, où quelque chose en toi dit oui, c'est ça, c'est pour ça que j'existe. Ces moments existent pour tout le monde. Peut-être que pour toi, c'est quand tu es dans la nature. Peut-être que c'est quand tu crées quelque chose avec tes mains. Peut-être que c'est quand tu ris vraiment avec quelqu'un que tu aimes. Peut-être que c'est quand tu aides quelqu'un qui en a besoin. Peut-être que c'est quand tu joues de la musique, quand tu cuisines, quand tu lis un livre qui te touche profondément. Ces moments-là, ces petits éclats de vie intense, ce sont des boussoles. Ce sont des indications précieuses sur ce qui donne du sens à ton existence. Et l'une des premières choses à faire pour ne plus gaspiller sa vie, c'est d'apprendre à les reconnaître, à les nommer et à les cultiver délibérément. Si ce contenu t'aide à réfléchir et t'apporte quelque chose de précieux, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à explorer ensemble ces questions essentielles. Continuons notre chemin. Nous avons parlé de ce qui nous endort. Parlons maintenant de ce que veut dire donner un sens à sa vie, parce que le mot sens est souvent utilisé, souvent invoqué, mais rarement défini clairement. Et cette imprécision peut elle-même devenir un obstacle. Quand on parle de sens, on pense souvent à quelque chose de grand, de grandiose. Une mission de vie, un destin, une vocation. Et cette façon de concevoir le sens peut être paralysante parce qu'elle donne l'impression que si on n'a pas trouvé sa grande mission, si on n'est pas en train de changer le monde, alors on n'a pas de sens. Et c'est faux, profondément faux. Le sens, dans ma conception, dans celle que j'ai développée au fil des années de pratiques cliniques et de réflexion personnelle, le sens n'est pas quelque chose que l'on trouve une fois pour toutes, comme un trésor enfoui. Le sens est quelque chose que l'on construit jour après jour, dans les petites choses comme dans les grandes. Et cette construction est toujours personnelle, toujours singulière, toujours en mouvement. Il y a 3 dimensions du sens que je trouve particulièrement importantes. La première, c'est la cohérence, vivre en accord avec ses valeurs profondes. La deuxième, c'est la connexion, se sentir lié à quelque chose ou quelqu'un qui nous dépasse. La troisième, c'est la contribution. Avoir l'impression que notre présence dans le monde fait une différence, même petite, même locale, même invisible aux yeux des autres. Parlons d'abord de la cohérence. Vivre en accord avec ses valeurs, c'est peut-être la dimension la plus fondamentale du sens, parce que lorsque nous vivons en contradiction avec ce que nous sommes profondément, avec ce que nous croyons juste, beau, important, nous ressentons une dissonance intérieure, une sorte de friction permanente entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. Et cette friction est épuisante, elle use l'âme. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui souffraient de cette dissonance sans même pouvoir la nommer. Des gens qui travaillaient dans des entreprises dont les pratiques allaient à l'encontre de leurs valeurs éthiques. Des gens qui restaient dans des relations qui les diminuaient parce qu'ils avaient peur de la solitude. Des gens qui mentaient sur qui ils étaient pour être acceptés d'un groupe. Et dans tous ces cas, il y avait cette même fatigue profonde, cette même sensation de vide, même au milieu d'une vie apparemment remplie. Alors, la première question à se poser, c'est quelles sont mes valeurs? Et je ne parle pas de valeurs abstraites, de grandes idées philosophiques. Je parle de ce qui, concrètement, dans ta vie quotidienne, compte pour toi. Est-ce que c'est la liberté, l'honnêteté, la famille, la créativité, la solidarité, la beauté, l'aventure, la stabilité, la spiritualité? Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises valeurs. Il y a des valeurs qui sont les tiennes et des valeurs qui sont celles que tu as adoptées parce que la société, ta famille, ton environnement te les ont imposées. Et faire la différence entre les deux, c'est un travail important, un travail de toute une vie parfois, mais un travail qui vaut la peine d'être fait. Parlons maintenant de la connexion. L'être humain est un être de relation. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, repliés sur nous-mêmes. Nous avons besoin de nous sentir liés à quelque chose qui nous dépasse. Et ce quelque chose peut prendre de nombreuses formes. Pour certains, c'est la famille, les enfants, les générations futures. Pour d'autres, c'est une
communauté, un groupe, une cause. Pour d'autres encore, c'est la nature, l'univers, quelque chose de spirituel ou de sacré. Pour certains, c'est simplement un ami profond, une relation intime où l'on se sent vraiment vu et compris. Ce qui est universel, c'est le besoin de cette connexion. Et quand elle manque, quand nous nous sentons coupés des autres et du monde, quelque chose en nous se rétrécit, nous devenons plus petits que nous ne sommes, nous perdons accès à une dimension essentielle de notre humanité. Je me souviens d'un patient qui était venu me consulter pour une dépression. Un homme brillant, cultivé, qui avait construit une vie entière autour de la performance et de l'indépendance. Il était fier de ne dépendre de personne, fier de ne jamais demander d'aide. Et cette fierté-là, au fil du temps, l'avait progressivement isolé. Ses relations étaient superficielles, ses succès étaient solitaires. Ce succès était solitaire. Et quand la dépression est arrivée, il n'avait personne à qui tendre la main, personne à qui dire « je souffre, j'ai besoin de toi ». Le travail que nous avons fait ensemble a été en grande partie un travail de reconnexion. Apprendre à se laisser toucher par les autres, apprendre à montrer sa vulnérabilité, apprendre que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une forme de courage et de confiance. Et toi, est-ce que tu te sens connecté? Est-ce qu'il y a des gens dans ta vie avec qui tu peux être vraiment toi-même? Est-ce qu'il y a quelque chose, une cause, une passion, une croyance qui te relie à quelque chose de plus grand que toi? Si la réponse est non, ou si elle est hésitante, alors c'est peut-être là que se trouve une partie importante du travail à faire, non pas pour changer qui tu es, mais pour t'ouvrir davantage à ce qui t'entoure. Passons maintenant à la troisième dimension du sens, la contribution. Et je veux en parler avec une nuance importante, parce que le mot contribution peut être mal compris. Contribuer ne veut pas dire se sacrifier, ne veut pas dire s'oublier soi-même pour les autres, ne veut pas dire être toujours disponible, toujours au service, toujours en train de donner, sans jamais recevoir. La contribution dont je parle, c'est quelque chose de plus subtil, de plus joyeux. C'est la satisfaction profonde que l'on ressent quand on sait que notre existence fait une différence, même petite, même invisible, même locale. Cette différence peut se manifester de mille façons. Un enseignant qui inspire un élève, un parent qui crée un environnement sécurisant pour son enfant, un ami qui écoute vraiment quand les autres ont la tête ailleurs, un artisan qui met son cœur dans son travail, un voisin qui prend le temps de demander comment ça va, un soignant qui pose sa main sur l'épaule d'un patient effrayé. Ces gestes-là, ces contributions-là ne font pas là une des journaux. Ils ne génèrent pas de likes sur les réseaux sociaux, mais ils sont, à mes yeux, parmi les actes les plus profondément humains et les plus porteurs de sens qui soient. Et voici quelque chose que j'ai observé maintes et maintes fois dans ma pratique. Les personnes qui souffrent le plus d'un manque de sens sont souvent celles qui sont les plus centrées sur elles-mêmes. Non pas par égoïsme, mais par peur, par repli, par protection. Et paradoxalement, l'un des chemins les plus efficaces pour retrouver le sens est de se tourner vers les autres, de se demander non pas seulement qu'est-ce que je veux pour moi, mais aussi qu'est-ce que je peux donner, qu'est-ce que ma présence apporte à ceux qui m'entourent. Ce n'est pas un sacrifice, c'est une ouverture. Et cette ouverture, bien souvent, nous enrichit autant que ceux que nous touchons. Si ce que tu entends résonne en toi, je t'encourage à t'abonner, à partager cet épisode avec quelqu'un qui traverse peut-être une période de questionnement. Parfois, les mots justes arrivent au bon moment. Continuons. Nous avons parlé du sens de ces trois dimensions. Parlons maintenant d'un obstacle particulièrement puissant qui empêche beaucoup de gens de vivre pleinement, la procrastination existentielle. Tu connais peut-être la procrastination ordinaire, remettre à plus tard les tâches que l'on n'a pas envie de faire, repousser les décisions difficiles, attendre le bon moment pour commencer un projet. Mais la procrastination existentielle, c'est quelque chose de plus profond, de plus grave, c'est remettre à plus tard sa propre vie.
c'est se dire: «Je commencerai à vraiment vivre quand j'aurai fini mes études, quand j'aurai trouvé le bon partenaire, quand les enfants seront grands, quand j'aurai assez d'argent, quand je serai à la retraite, quand les circonstances, seront parfaites». Et le problème avec cette logique, c'est que les circonstances parfaites n'arrivent jamais. Il y a toujours quelque chose qui manque, il y a toujours un obstacle, une raison de continuer à attendre. Et pendant ce temps, la vie passe, les années s'écoulent. Et on se retrouve un jour à regarder en arrière avec ce sentiment douloureux de n'avoir jamais vraiment commencé. Je pense à une phrase que j'ai lue un jour et qui m'a profondément marqué. Elle disait à peu près ceci: «Le problème, ce n'est pas que nous visons trop haut et que nous ratons, c'est que nous visons trop bas et que nous réussissons. Nous réussissons à rester dans notre zone de confort. Nous réussissons à éviter la prise de risque. Nous réussissons à ne pas changer. Et cette réussite-là est une forme d'échec. Alors comment sortir de la procrastination existentielle? Comment commencer à vivre maintenant avec ce que l'on a là où l'on est? La première chose, c'est de prendre conscience que le moment présent est le seul moment où la vie est possible. Pas dans le passé qui est révolu, pas dans le futur qui n'est pas encore là. Maintenant, dans cet instant précis. Et cette prise de conscience, aussi simple qu'elle paraisse, peut être transformatrice si on la laisse vraiment s'installer. La méditation que je pratique et enseigne depuis de nombreuses années est l'un des outils les plus puissants pour développer cette présence au moment présent. Non pas parce qu'elle nous transporte dans un état mystique ou transcendant, mais parce qu'elle nous apprend simplement à être là, à sentir notre respiration, à percevoir les sensations dans notre corps, à observer nos pensées sans en être prisonnier, à revenir encore et encore à ce qui est réel, à ce qui est vivant, à ce qui est maintenant. Mais la méditation n'est pas la seule voie. Il y a 1000 façons d'être présent. Marcher dans la nature en laissant les sens s'éveiller. Cuisiner avec attention, en sentant les arômes, en percevant les textures. Écouter vraiment quelqu'un qui nous parle sans préparer sa réponse, sans regarder son téléphone. Regarder un coucher de soleil sans le photographier. Jouer avec un enfant en étant vraiment là, pas en pensant à autre chose. Ces petits actes de présence, accumulés au fil du temps, transforment la qualité de l'expérience vécue. Ils transforment une vie ordinaire en une vie habitée. La deuxième chose, pour sortir de la procrastination existentielle, c'est de distinguer ce qui est urgent de ce qui est important. Nous passons une grande partie de notre temps à répondre à l'urgence. Les emails qui arrivent, les crises à gérer, les demandes des autres. Et pendant ce temps, ce qui est vraiment important, nos relations profondes, notre santé, notre créativité, notre développement personnel, notre vie intérieure, tout cela est constamment repoussé à demain. Il faut apprendre à protéger le temps pour ce qui est important, à dire non à certaines urgences, pour dire oui à ce qui compte vraiment, et cela demande du courage. Parce que dire non, c'est décevoir parfois, c'est s'exposer au jugement, c'est accepter d'être imparfait aux yeux des autres pour être plus fidèle à soi-même. Mais je te promets quelque chose, chaque fois que tu choisiras délibérément ce qui est important plutôt que ce qui est urgent, tu ressentiras une satisfaction profonde, une sensation d'alignement, une impression d'être, enfin, l'auteur de ta propre vie. La troisième chose, c'est d'accepter l'imperfection comme condition nécessaire de l'action. Beaucoup de gens ne commencent pas parce qu'ils attendent d'être prêts, parce qu'ils veulent que les conditions soient parfaites, parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Mais la vie ne se vit pas dans les conditions parfaites. La vie se vit dans le désordre, dans l'incertitude, dans l'imperfection. Et c'est précisément dans cet espace imparfait que se trouvent les plus belles surprises, les plus grandes découvertes, les moments les plus vivants. J'aime beaucoup cette idée que la perfection est l'ennemi du bien. Et je dirais même, la perfection est l'ennemi de la vie. Parce que vouloir tout contrôler, tout maîtriser, tout prévoir, c'est une façon de ne jamais vraiment s'engager. C'est une façon de rester à l'abri, certes, mais à l'abri de quoi? À l'abri de la vie elle-même. Alors commence.
Commence imparfaitement, commence avec ce que tu as, commence maintenant, parce que commencer, même maladroitement, même avec des doutes, c'est déjà vivre, c'est déjà choisir, c'est déjà refuser de gaspiller. Faisons une pause dans notre exploration pour aborder quelque chose que je considère comme l'un des piliers les plus solides d'une vie pleine de sens, la conscience de la finitude. Je sais que ce mot peut faire peur. La mort, le temps qui passe, la finitude. Ce sont des sujets que notre société préfère éviter, cacher, nier. Nous vivons dans une culture qui glorifie la jeunesse, la performance, l'immortalité symbolique. Et cette négation de la finitude, paradoxalement, nous empêche de vivre pleinement. Parce que c'est précisément parce que les choses prennent fin, qu'elles ont de la valeur, c'est précisément parce que le temps est limité que chaque moment compte. Les philosophes anciens avaient une expression pour cela, memento mori. Souviens-toi que tu mourras. Et loin d'être une invitation au désespoir, c'était une invitation à la présence, à l'intensité, à la gratitude, une invitation à ne pas gaspiller le temps précieux qui nous est accordé. Je pense aux personnes qui ont vécu des maladies graves, aux survivants de cancers, d'accidents, d'épreuves profondes. Beaucoup d'entre eux témoignent d'une transformation radicale dans leur rapport à la vie après l'épreuve. Ils disent souvent: j'ai appris à apprécier les petites choses, j'ai arrêté de me plaindre pour des futilités. J'ai dit à ceux que j'aime que je les aimais, j'ai osé faire ce que j'avais toujours remis à plus tard. La maladie, la perte, le deuil sont des rappels brutaux de notre finitude, mais on n'a pas besoin de traverser une épreuve aussi dramatique pour s'éveiller à cette réalité. On peut choisir de l'intégrer consciemment, sereinement, comme une sagesse de fond qui oriente nos choix et nos priorités. Chaque soir, avant de dormir, je t'invite à te poser cette question simple: si c'était ma dernière journée sur Terre, est-ce que j'aurais été content de la façon dont je l'ai vécue? Pas dans un sens dramatique, pas pour te culpabiliser si la journée a été ordinaire ou difficile, mais comme une boussole, comme un rappel doux et constant de ce qui compte vraiment. Et tu verras que cette question, posée régulièrement, commence à infléchir tes choix, commence à t'orienter vers plus d'authenticité, plus de présence, plus de connexion, plus de sens. Si ce voyage intérieur t'est utile, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un commentaire pour me dire ce qui résonne le plus pour toi. Ta présence ici compte vraiment. Parlons maintenant de quelque chose de concret, de pratique. Parlons de l'art, de créer des rituels de sens dans la vie quotidienne, parce que le sens ne se construit pas dans les grandes décisions spectaculaires, il se construit dans les petits gestes répétés, dans les habitudes conscientes, dans les rituels qui ancrent notre vie, dans ce qui compte vraiment. Qu'est-ce qu'un rituel de sens? C'est un moment que l'on choisit délibérément, que l'on protège, que l'on habite avec attention et intention. Ce n'est pas une routine mécanique, c'est un acte conscient chargé de signification personnelle. Cela peut être le café du matin bu en silence, en regardant le jardin ou le ciel, sans écran, sans distraction. Juste ce moment de calme et de présence avant que la journée commence. Cela peut être une marche quotidienne, même courte, même dans un quartier ordinaire, mais vécue comme un moment d'observation, de curiosité, de contact avec le monde réel. Cela peut être un moment d'écriture, un journal intime dans lequel on note non pas les événements de la journée, mais ce que l'on a ressenti, ce que l'on a appris, ce pourquoi on est reconnaissant. Cela peut être un repas partagé avec des proches, sans télévision, sans téléphone, juste la présence, la nourriture, la conversation vraie. Ces rituels-là semblent simples, ils semblent presque insignifiants, mais leur pouvoir est immense, parce qu'ils créent des îles de sens dans l'océan du quotidien. Des moments où l'on s'arrête, des moments où l'on se rappelle qui l'on est et ce qui compte pour soi. Des moments qui, accumulés au fil du temps, tissent le tissu d'une vie habitée. Il y a aussi ce que j'appelle les rituels de transition. Ces petits moments de passage entre les différentes parties de notre journée. Le trajet entre la maison et le travail peut être un rituel de préparation mentale si on le vit consciemment plutôt que de le subir dans l'agitation. La fin de la journée de travail peut être marquée par un rituel de fermeture, un moment symbolique où l'on pose le travail,
où l'on revient à soi-même, où l'on se prépare à être présent pour les personnes que l'on aime. Ces transitions conscientes nous aident à ne pas laisser les différentes sphères de notre vie se contaminer mutuellement, à ne pas ramener l'anxiété du travail dans la famille, à ne pas laisser des conflits familiaux envahir notre espace de créativité, à vivre chaque partie de notre vie avec la plénitude qu'elle mérite. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui est souvent au cœur des questions de sens, le rapport à soi-même, parce que l'on peut difficilement construire une vie pleine de sens si l'on entretient avec soi-même une relation de guerre, de mépris ou d'indifférence. Beaucoup de gens que je rencontre sont leurs propres pires ennemis. Ils se critiquent constamment, ils se comparent aux autres et se trouvent toujours insuffisants. Ils ruminent leurs erreurs passées, ils s'imposent des standards impossibles. Et cette violence intérieure, parce que c'est bien de la violence, épuise l'énergie vitale, ronge la confiance en soi et rend très difficile tout élan vers une vie plus pleine. L'antidote à cette violence intérieure, c'est ce que j'appelle la bienveillance envers soi-même, la compassion envers soi-même. Ce n'est pas de la complaisance, ce n'est pas se dire que tout va bien quand tout ne va pas bien, c'est simplement se traiter avec la même gentillesse, la même patience, la même compréhension que l'on accorderait à un ami cher qui traverse une période difficile. Imagine que ton meilleur ami vienne te voir en disant « J'ai fait une erreur, j'ai raté quelque chose, je me sens nul ». Est-ce que tu lui dirais « Tu as raison, tu es vraiment nul, tu aurais dû faire mieux ?» Non, tu lui dirais probablement « C'est difficile. Je comprends, mais tu as fait de ton mieux avec ce que tu avais, tu vas apprendre de ça et tu vas avancer. Alors pourquoi ne pas se parler à soi-même avec cette même douceur? Pourquoi appliquer à soi-même des standards de cruauté que l'on n'imposerait jamais à quelqu'un que l'on aime? La bienveillance envers soi-même n'est pas un luxe. C'est une nécessité psychologique, c'est la base sur laquelle peut se construire une vie authentique et pleine de sens. Parce que quand on s'accepte avec ses imperfections, avec ses doutes, avec ses contradictions, on libère une énergie considérable. Une énergie qui était auparavant dépensée à se juger, à se défendre, à se justifier. Et cette énergie libérée peut alors être mise au service de ce qui compte vraiment. Je voudrais partager avec toi une pratique simple, inspirée de la psychologie de la pleine conscience, qui peut t'aider à développer cette bienveillance envers toi-même. C'est ce que j'appelle la pause de compassion. Lorsque tu traverses un moment difficile, lorsque tu te sens submergé par l'autocritique, lorsque tu as l'impression d'avoir échoué ou de ne pas être à la hauteur, arrête-toi, pose une main sur ton cœur si tu le peux, reconnais ce que tu ressens sans le juger, juste en le nommant. Je souffre, je me sens dépassé, je suis dur envers moi-même. Rappelle-toi que tu n'es pas seul dans cette expérience, que des millions d'êtres humains en ce moment même ressentent quelque chose de similaire. Et dis-toi intérieurement, avec la même douceur que tu aurais pour un ami, puissais-je être doux avec moi-même? Puisse-je m'accepter tel que je suis? Puisse-je trouver la paix? Cette pratique peut sembler trop simple pour être efficace, mais je t'assure qu'elle a un pouvoir réel. Elle active dans notre cerveau des circuits de soins et de sécurité qui contrebalancent les circuits de menaces et de critiques. Elle nous rappelle notre humanité commune et elle crée un espace intérieur plus doux, plus accueillant, depuis lequel il est beaucoup plus facile de s'engager dans une vie pleine de sens. Si ce contenu t'accompagne dans ta réflexion, pense à laisser un like et à t'abonner. C'est une façon simple de soutenir ce travail et de continuer à recevoir ces explorations ensemble. Abordons maintenant quelque chose que je considère comme fondamental dans la construction d'une vie de sens, le rapport à la gratitude. Pas la gratitude comme une obligation, non pas la gratitude comme un exercice forcé, mais la gratitude comme une façon de voir le monde, une disposition intérieure qui transforme notre expérience de la vie. Nous avons une tendance naturelle, profondément ancrée dans notre biologie, à focaliser notre attention sur ce qui ne va pas,
sur les problèmes, les manques, les menaces. C'est ce que les psychologues appellent le biais de négativité. Et ce biais a été utile pour notre survie en tant qu'espèce. Mais dans nos vies modernes, il nous fait souvent passer à côté de l'immense richesse qui est déjà là. Pense à ta journée d'hier. Combien de choses ont bien fonctionné? Combien de petits plaisirs, de petites grâces, de petits moments de beauté ou de connexion ont parsemé ta journée? Et combien de ces choses as-tu vraiment remarqué, vraiment savouré, vraiment intégré dans ta conscience? La gratitude, c'est l'art d'apprendre à voir ce qui est là, c'est apprendre à ne pas tenir pour acquis ce que l'on a. La santé, si on l'a, les personnes que l'on aime, la capacité de voir, d'entendre, de marcher, la nourriture dans l'assiette, le toit au-dessus de la tête, la liberté de penser, de choisir, de s'exprimer. Je ne dis pas que tout va bien, je ne dis pas que les difficultés n'existent pas, je dis que dans la même vie, il y a toujours les deux. Il y a les ombres et il y a les lumières, et nous avons le choix, non pas de nier les ombres, mais de ne pas laisser les ombres nous empêcher de voir les lumières. Il y a une pratique que je recommande souvent et qui est soutenue par de nombreuses recherches en psychologie positive. C'est le journal de gratitude. C'est le journal de gratitude. Chaque soir, avant de dormir, notez 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant dans la journée. 3 choses concrètes, spécifiques, vécues, non pas des généralités comme je suis reconnaissant pour ma famille, mais des moments précis. Ce soir, mon fils m'a souri d'une façon qui m'a touché le cœur. Ce matin, le café était particulièrement bon. Cet après-midi, j'ai eu une conversation qui m'a donné de l'énergie. Ces petites notations pratiquées régulièrement entraînent progressivement le cerveau à chercher le positif. Elles créent une nouvelle habitude attentionnelle. Et cette habitude, au fil du temps, transforme profondément la qualité de l'expérience vécue. Non pas en supprimant les difficultés, mais en rééquilibrant notre perception de la réalité. La gratitude est aussi, à mes yeux, une forme de respect envers la vie elle-même. C'est reconnaître que l'existence est un cadeau, même imparfait, même douloureux parfois. C'est dire oui à la vie dans sa totalité, avec ses joies et ses peines, avec ses certitudes et ses mystères. Et cette acceptation profonde, ce oui à la vie, est l'un des fondements les plus solides d'une existence pleine de sens. Je voudrais maintenant parler d'un aspect de la vie pleine de sens qui est souvent négligé, souvent minimisé, la place du corps. Nous sommes des êtres incarnés. Nous ne sommes pas des esprits qui habitent temporairement un corps. Nous sommes un corps, un esprit, une âme, tout cela ensemble, indissociable. Et négliger le corps, c'est négliger une dimension essentielle de notre humanité. Combien de personnes vivent dans leur tête coupées de leurs sensations corporelles? Combien de personnes ne savent plus ce que leur corps ressent, ce dont il a besoin, ce qu'il leur dit? Combien de personnes traitent leur corps comme un outil, comme un véhicule à entretenir pour qu'il continue à fonctionner, sans jamais vraiment l'habiter? Le corps est un lieu de sens, il est le siège de nos émotions, de nos intuitions, de nos élans vitaux. Quand quelque chose est juste pour nous, le corps le sait souvent avant la tête, cette sensation de légèreté, d'ouverture, d'élan, c'est le corps qui dit oui. Et cette sensation de contraction, de pesanteur, de résistance, c'est le corps qui dit non, ou du moins, attends, quelque chose ne va pas. Apprendre à écouter son corps, c'est apprendre à accéder à une sagesse profonde et souvent sous-utilisée. C'est développer ce que l'on appelle l'intelligence somatique. Et cette intelligence-là peut nous guider dans nos choix de vie avec une précision que la raison seule ne peut pas toujours atteindre. Le mouvement, le sport, la danse, le yoga, la marche, toutes ces pratiques qui engagent le corps dans l'espace sont des façons de revenir à soi-même, de se réancrer dans le présent, de libérer les tensions accumulées et de retrouver un sentiment de vitalité et de présence. Et il y a aussi la dimension du plaisir sensuel
au sens le plus large du terme, le plaisir de manger quelque chose de délicieux, le plaisir de se baigner dans l'eau froide un jour d'été, le plaisir d'étreinte chaleureuse, le plaisir d'entendre de la belle musique. Ces plaisirs-là ne sont pas frivoles, ils sont nourrissants. Ils sont des rappels que la vie est bonne, que l'existence est précieuse, que le corps est un instrument de joie autant que de souffrance. Si ce que tu entends t'aide à te reconnecter à toi-même et à ce qui compte, je t'invite à t'abonner et à partager cet épisode avec quelqu'un qui en aurait besoin. Ensemble, nous pouvons nous rappeler mutuellement ce qui est essentiel. Continuons. Je voudrais maintenant parler de quelque chose qui est au cœur de beaucoup de vies gaspillées, la comparaison avec les autres. Cette habitude destructrice, amplifiée à l'extrême par les réseaux sociaux, qui consiste à mesurer notre vie à l'aune de celle des autres. Et toujours à nous trouver insuffisants. Nous comparons notre intérieur avec l'extérieur des autres. Nous voyons leur vie telle qu'ils choisissent de la montrer, filtrée, embellie, mise en scène. Et nous la comparons à notre vie telle que nous la vivons de l'intérieur, avec tous ses doutes, ses peurs, ses imperfections cachées. Et évidemment, la comparaison est toujours à notre désavantage. Cette comparaison est non seulement injuste, elle est aussi fondamentalement fausse, parce que chaque vie est unique. Chaque chemin est singulier, ce qui est bon pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Les succès des autres ne diminuent pas ta valeur et tes difficultés ne te rendent pas inférieur. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, attribuée à différentes sources, mais dont la sagesse est universelle. Compare-toi à qui tu étais hier, pas à qui les autres sont aujourd'hui. C'est la seule comparaison qui soit à la fois juste et utile, la seule qui t'aide à grandir sans te diminuer, et pour aller plus loin, je dirais même, au lieu de te comparer aux autres, intéresse-toi à eux, sois curieux de leur vie, de leur chemin, de leur expérience, non pas pour te mesurer à eux, mais pour t'enrichir de leurs différences. Parce que chaque personne que nous rencontrons vraiment, chaque vie que nous prenons le temps de comprendre, élargit notre propre vision du possible. Et cet élargissement-là est une source de sens immense. Parlons maintenant de quelque chose d'essentiel, quelque chose dont on ne parle pas assez dans le contexte du sens et de la vie pleine, le droit à la légèreté, le droit au plaisir, le droit au jeu. Il y a une certaine tendance dans les discours sur le développement personnel à rendre la quête de sens très sérieuse, très grave, très lourde, comme si trouver le sens de sa vie était un travail acharné, une discipline austère, un chemin de souffrance nécessaire, et je veux m'inscrire en faux contre cette vision. La vie pleine de sens n'est pas une vie austère, c'est une vie qui a de la place pour la joie, pour le rire, pour la légèreté, pour le jeu. Ces dimensions-là ne sont pas des distractions du sens, elles en font partie intégrante. Le rire est une forme de présence, la joie est une forme de sagesse, le jeu est une forme de liberté. Et une vie sans ces dimensions est une vie appauvrie, même si elle est remplie de projets sérieux et d'ambitions nobles. Je pense aux enfants. Les enfants vivent avec une intensité et une présence que nous, adultes, avons souvent perdues. Ils s'absorbent complètement dans ce qu'ils font. Ils jouent avec tout leur être, ils rient avec tout leur corps. Ils pleurent sans retenue et reprennent leur jeu quelques minutes après. Ils n'ont pas encore appris à se protéger de la vie, ils n'ont pas encore appris à vivre en surface. Et si nous pouvions retrouver un peu de cette qualité enfantine, non pas en redevenant naïfs ou irresponsables, mais en retrouvant cette capacité à s'engager pleinement, à être touché, à jouer, à s'émerveiller. L'émerveillement, justement, est une autre dimension que je voudrais souligner. La capacité à être surpris, à trouver le monde intéressant, à voir la beauté dans les choses ordinaires, cette qualité que certains philosophes appellent le sens du mystère est l'une des sources les plus profondes de sens et de joie. Le ciel étoilé un soir d'été, le visage d'un nouveau-né, la complexité d'une fleur, la façon dont la lumière change à travers les feuilles d'un arbre, le fait que nous sommes là, conscients, capables de penser et de ressentir sur cette petite planète perdue,
dans un univers immense. Tout cela est extraordinaire, profondément, vertigineusement extraordinaire. Et l'habitude, la routine, l'engourdissement nous font souvent passer à côté de cet extraordinaire. Cultiver l'émerveillement, c'est se rappeler que la vie est un mystère magnifique. C'est accepter que nous ne comprenons pas tout, que nous ne contrôlons pas tout, et que c'est précisément dans cet espace d'incertitude et de mystère que se trouve quelque chose d'infiniment précieux. Abordons maintenant un thème délicat mais important, le rapport à l'échec et à la souffrance dans la construction du sens. Parce qu'une vie pleine de sens n'est pas une vie sans douleur, et croire le contraire, c'est se préparer une grande déception. La souffrance fait partie de la vie humaine. La perte, le deuil, l'échec, la maladie, la déception, la trahison, ces expériences sont inévitables. Et la question n'est pas de les éviter, parce que c'est impossible. La question est de savoir comment les traverser, comment leur donner une place dans notre vie sans les laisser tout envahir, comment en tirer quelque chose, non pas dans un esprit masochiste, mais dans un esprit de croissance et de transformation. Il y a un concept en psychologie que j'apprécie beaucoup, c'est celui de la croissance post-traumatique. L'idée que certaines personnes, après avoir traversé des épreuves très difficiles, ne reviennent pas simplement à leur état antérieur. Elles en ressortent transformées, souvent plus fortes, plus profondes, plus sages, plus reconnaissantes, non pas malgré l'épreuve, mais en partie grâce à elles. Je ne dis pas que la souffrance est bonne en soi. Je ne dis pas qu'il faut chercher la douleur pour grandir. Et je dis que lorsque la douleur arrive, comme elle arrive inévitablement dans toute vie humaine, elle peut être une invitation à aller plus en profondeur. Une invitation à se questionner sur ce qui compte vraiment. Une invitation à lâcher ce qui est superficiel et à s'accrocher à ce qui est essentiel. J'ai accompagné des personnes qui, après avoir traversé des épreuves terribles, me disaient avec une sincérité qui me touchait profondément, je ne voudrais pas n'avoir pas vécu ça, pas parce que c'était agréable, mais parce que ça m'a appris qui je suis vraiment, ça m'a montré ce qui compte vraiment. Ça m'a ouvert à des dimensions de moi-même que je n'aurais jamais découvertes autrement. Cette sagesse-là, née de la douleur traversée avec courage et conscience, est l'une des formes les plus profondes de sens que je connaisse. Et pour ceux qui traversent en ce moment une période difficile, je voudrais dire ceci, tu n'es pas cassé, tu n'es pas perdu. Tu es en train de traverser quelque chose, et de l'autre côté de cette traversée, il y a quelque chose que tu ne peux pas encore voir, mais qui existe. La vie continue. Et elle peut continuer différemment, plus profondément, plus authentiquement. Si tu traverses une période difficile et que ces mots t'accompagnent, je t'invite à t'abonner pour continuer à recevoir ce soutien. Et n'hésite pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui en aurait besoin en ce moment. Nous approchons de la fin de ce voyage ensemble. Avant de conclure, je voudrais parler de quelque chose de très concret. Comment commencer dès aujourd'hui à vivre différemment? Non pas en bouleversant toute sa vie du jour au lendemain, non pas en prenant des décisions radicales et irréversibles, mais en commençant par de petits pas, de petits gestes, de petites décisions qui, accumulées au fil du temps, transforment profondément la qualité de notre existence. Le premier pas, c'est de s'arrêter, juste s'arrêter. Dans notre société de l'agitation permanente, s'arrêter est un acte révolutionnaire. S'arrêter et se demander, est-ce que je suis en train de vivre la vie que je veux vraiment vivre? Est-ce que mes choix quotidiens sont en accord avec ce qui compte profondément pour moi? Pas nécessairement pour tout changer, mais pour voir, pour prendre conscience, pour ne plus vivre dans l'aveuglement confortable de l'automatisme. Le deuxième pas, c'est d'identifier une chose, une seule chose, que tu pourrais faire différemment dès demain pour être un peu plus en accord avec ce qui compte pour toi. Pas 10 choses, pas une révolution, une chose. Peut-être appeler quelqu'un que tu n'as pas appelé depuis trop longtemps, peut-être commencer ce projet que tu repousses depuis des mois, peut-être dire non
à une obligation qui te vide de ton énergie pour dire oui à quelque chose qui te nourrit. Peut-être simplement prendre le temps de te promener, de lire, de te reposer sans culpabilité. Le troisième pas, c'est de te rappeler chaque jour que ta vie t'appartient, que tu en es l'auteur, que les circonstances peuvent être contraignantes, certes, mais que dans ces contraintes, il y a toujours un espace de liberté, un espace de choix. Et c'est dans cet espace, aussi petit soit-il, que se joue la qualité de ton existence. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration, a écrit quelque chose qui m'a profondément marqué. Il a dit, en substance, que même dans les conditions les plus extrêmes, les plus privatives de liberté, l'être humain conserve toujours une liberté ultime, celle de choisir son attitude face à ce qui lui arrive. Cette liberté-là, personne ne peut te la prendre. Et c'est l'une des libertés les plus précieuses qui soit. Alors quelle attitude veux-tu fossile qui soit? Alors quelle attitude veux-tu choisir face à ta vie, face à ses difficultés, à ses incertitudes, à ses imperfections? Veux-tu choisir la résignation, la plainte, l'attente passive? Ou veux-tu choisir l'engagement, la présence, la gratitude, la création de sens? Malgré tout, je ne te dis pas que c'est facile. Je ne te dis pas que c'est toujours possible au même degré. Certains jours, la vie est trop lourde pour qu'on puisse faire autre chose que de tenir. Et tenir, parfois, c'est déjà beaucoup, c'est déjà courageux, c'est déjà courageux, c'est déjà une forme de sens. Mais je te dis que cette liberté de choisir ton attitude, cette liberté de donner un sens à ce que tu vis, elle est réelle, elle est accessible et elle peut transformer profondément ton expérience de l'existence. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage et je voudrais prendre le temps de récapituler ensemble ce que nous avons exploré parce que les idées importantes méritent d'être rappelées, d'être consolidées, d'être portées avec soi. Nous avons parlé du gaspillage de la vie, non pas comme un jugement, mais comme une réalité que beaucoup d'entre nous vivent. Cette vie en mode automatique, cette vie vécue en surface, cette vie qui passe sans être vraiment habitée, nous avons exploré les facteurs qui nous endorment. La tyrannie du quotidien, la peur, la confusion entre l'agitation et la vie pleine, nous avons défini le sens dans ces trois dimensions. La cohérence, vivre en accord avec ses valeurs. La connexion, se sentir lié à quelque chose ou quelqu'un qui nous dépasse. Et la contribution, savoir que notre présence fait une différence. Nous avons parlé de la procrastination existentielle, cette tendance à remettre à plus tard sa propre vie, et des façons de s'en libérer. La présence, au moment présent, la distinction entre l'urgent et l'important, l'acceptation de l'imperfection comme condition de l'action. Nous avons évoqué la conscience de la finitude comme source de présence et de gratitude, les rituels de sens qui ancrent notre vie dans ce qui compte, la bienveillance envers soi-même comme fondation d'une vie authentique, la gratitude comme façon de voir le monde, le rapport au corps comme lieu de sens et de sagesse, le danger de la comparaison avec les autres, le droit à la légèreté au jeu, à l'émerveillement et la façon dont la souffrance, traversée avec conscience, peut devenir une source de croissance et de sens. Tout cela forme un tableau, non pas un programme rigide à suivre à la lettre, mais une invitation. Une invitation à te regarder avec honnêteté et avec douceur, une invitation à te demander ce qui compte vraiment pour toi, une invitation à commencer dès aujourd'hui à vivre un peu plus en accord avec ce que tu es profondément. Et je voudrais terminer par quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je voudrais te parler de l'espoir. Non pas un espoir naïf, non pas un optimisme de façade, mais un espoir lucide, un espoir qui a regardé la réalité en face et qui dit quand même c'est possible. Le changement est possible, la transformation est possible, une vie plus pleine, plus vraie, plus profondément habitée, c'est possible. J'ai vu des gens changer profondément, des gens qui avaient passé des décennies à vivre en surface et qui ont commencé à 50 ans, à 60 ans, à s'engager vraiment dans leur vie. J'ai vu des gens qui avaient tout pour être heureux et qui ne l'étaient pas, apprendre progressivement à trouver la joie dans les choses simples.
J'ai vu des gens brisés par la souffrance, se reconstruire en quelque chose de plus solide, de plus beau, de plus profond que ce qu'ils étaient avant. Le changement n'est pas réservé aux jeunes, aux chanceux, aux forts. Il est, accessible à quiconque est prêt à s'arrêter, à se regarder honnêtement, et à faire un pas, même petit, dans la direction de ce qui compte vraiment. Et si tu te demandes par où commencer, commence par là, par cette question que je t'ai posée au début de notre voyage ensemble. Imagine que tu arrives au soir de ta vie et demande-toi, qu'est-ce que je veux avoir fait de ce temps? Qu'est-ce que je veux avoir aimé, créé, contribué, ressenti? Qu'est-ce que je veux que les gens disent de ma présence dans leur vie? Ces réponses-là, elles sont en toi. Elles ont toujours été en toi, parfois enfouies sous les couches du quotidien, de la peur, des attentes des autres, mais elles sont là et elles attendent que tu leur donnes de l'espace, de la lumière, de la place pour exister. Ta vie a de la valeur, ta présence dans le monde compte et il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre vraiment. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Ce voyage que nous avons fait ensemble, ces questions que nous avons explorées, ces réflexions que nous avons partagées, tout cela a de la valeur précisément parce que tu as choisi d'être là, d'écouter, de te laisser toucher. Et ce choix-là est déjà un acte de sens. Si ce contenu t'a été utile, si une idée t'a touché, si une réflexion t'a ouvert quelque chose, je t'invite à t'abonner pour continuer à explorer ensemble ces questions essentielles. Et si tu penses à quelqu'un dans ta vie qui traverse une période de questionnement, qui se demande s'il vit vraiment ou s'il se contente de survivre, partage cet épisode avec lui. Parfois les mots juste arrivent au bon moment et parfois c'est nous qui les apportons à ceux que nous aimons. Prends soin de toi, prends soin de ta vie. Elle est précieuse, singulière, irremplaçable et elle mérite d'être vraiment vécue. On se retrouve dans le prochain épisode